Bonjour à tous, bon dia no Brasil, né, para todos, et bienvenue donc à ce séminaire qui se déroule dans le cadre du projet Internationalisation at Home de l'Université Rennes 2, où je suis enseignant-chercheur au sein du département de portugais et de l'équipe de recherche ERIMIT. C'est donc un projet qui propose aux étudiants et aux collègues de cette université et de notre partenaire, l'Université Federal Fluminense, une série de séminaires dont la thématique est la littérature brésilienne en perspective, dialogue avec les traditions littéraires caribéennes, nord-américaines et sud-américaines. L'objectif de ce séminaire et de ces rencontres est de proposer une réflexion autour du dialogue et de l'articulation existant entre la littérature brésilienne contemporaine et les littératures caribéennes, nord-américaines et sud-américaines. Et pour la première rencontre de cette année universitaire, nous recevons donc la collègue Eurídice Figueiredo, qui est enseignant-chercheur de littérature française et littérature comparée depuis 1983 à l'Université fédérale Fluminense, à Niterói, Rio de Janeiro, au Brésil, docteur en langue et littérature française par l'Université fédérale de Rio de Janeiro en 88. Elle a été professeure invitée à l'Université du Québec à Montréal, à l'UQAM, à l'Instituto Orientale de Naples et ici même aussi à l'Université Rennes 2. Elle a publié les livres suivants: A Nebulosa do Autobiográfico, Vidas Vividas, Vidas Escritas, paru aux éditions Zuc en 2022. Por uma crítica feminista, leituras transversais de escritoras brasileiras, également chez Zuc en 2020. A Literatura como Arquivo da Ditadura Brasileira, publié par Sete Letras en 2017. Mulheres ao Espelho, autobiographie, ficção e autoficção, publié par les éditions de l'Université d'État de Rio de Janeiro, ou do UERJ, en 2013. Representações da Etnicidade, Perspectivas Interamericanas de Literatura e Cultura, paru chez Sete Letras, en 2010. Construções de identidades pós-coloniais na literatura antiliana, publié par les presses universitaires de l'Université fédérale Fluminense en 98. Elle a également publié des articles dans des livres collectifs et dans des revues, la plupart en portugais. Le séminaire que Eurídice Figueiredo présente aujourd'hui s'intitule « Les retournées en Afrique » et propose de présenter la question des retournées en Afrique au XIXe siècle à partir de deux romans, Ségou de Maryse Condé et A Casa d'Água de Antônio Olinto. Je laisse donc la parole à Eurídice, que je remercie vivement pour sa présence, réellement en présence aujourd'hui, même si vous aussi au Brésil, vous pouvez accompagner, et de sa collaboration, bien sûr, dans ce projet d'internationalisation. Merci beaucoup, Eurídice. Je te laisse la parole et la place. Merci, Mireille. Bonjour à vous tous qui êtes là, vous toutes, tous et toutes. Et c'est un plaisir d'être ici à Rennes 2, où j'ai été enseignante en 2009. J'ai passé un mois ici à Rennes en 2009. Donc, je vais parler à partir de deux romans. Le roman de Maryse Condé qui s'appelle Ségou. Ségou est un roman en deux volumes, Les murailles de terre et La terre en miettes. Ces deux romans ont été publiés en 84-85, le premier en 84 et le deuxième en 85. Et le roman du romancier brésilien Antônio Olinto, La maison de l'eau, il a été traduit en français, mais il est absolument épuisé. On n'a pas réussi à le trouver. Et je remercie Pauline, qui est là un peu cachée derrière, qui a fait la traduction d'un morceau de ce roman que vous avez reçu. Et donc, vous avez reçu quelques extraits de Ségou, évidemment, qui est déjà en français, et la traduction de Pauline des extraits que j'ai sélectionnés. Donc, la question d'aujourd'hui est autour du retour. Et je commence par citer une petite phrase d'Édouard Glissant qui dit le suivant: « Le retour est l'obsession de l'un. Il ne faut pas changer l'être. »
Donc, au 19e siècle, donc pendant l'esclavage qui a duré au Brésil jusqu'à 1988, beaucoup ou plusieurs Brésiliens, c'est-à-dire Brésiliens descendants d'Africains ou des Africains nés en Afrique mais qui avaient été envoyés au Brésil comme esclaves, beaucoup de ces gens sont retournés en Afrique. Quelques-uns ont été déportés, dans le cas du Brésil spécifiquement, les gens qui ont participé à une révolte qui s'appelle en portugais Revolta dos Malês. Et cette désignation malais, en fait, ça se réfère à des esclaves musulmans qui réussissaient à se correspondre parce qu'ils écrivaient en arabe. Donc, ils avaient le domaine de l'écriture arabe. Hein. Et c'est donc quelques-uns ont été condamnés et assassinés, quelques-uns ont été déportés. Dans le cas de notre roman de Ségou, c'est la femme d'un homme qui a été assassiné qui est déportée avec ses 3 fils. Hein, donc, c'est elle qui est déportée. Dans le cas du roman brésilien, La Maison de l'eau, ça n'a rien à voir avec la révolte des Malais. C'est simplement un désir de retour et c'est la grand-mère qui était africaine, donc qui était née en Afrique, qui avait été envoyée au Brésil à l'âge de 18 ans et qui veut retourner chez elle. Hein. Et donc, la question chez elle est la question un peu cruciale. Hein. Qu'est-ce que c'est un chez-soi? Elle a passé 50 ans au Brésil. Elle a été envoyée au Brésil à 18 ans. Donc, la question que pose ce genre de retour est justement comment retrouver ce chez-soi. Ces Brésiliens qui forment une communauté dans cette région du golfe du Bénin, ces personnes sont appelées les Agoudas ou les Brésiliens, tout simplement, les Brésiliens ou bien les Agoudas. Le mot Agouda vient de Ajuda. Hein, c'était un fort dans la ville de Ouida, dans l'actuel Bénin, qui a été le principal port d'embarquement d'esclaves dans cette région de l'Afrique occidentale. Ouida. Hein, donc, il y avait un fort portugais qui s'appelle São João d'Ajuda. Et à partir de Ajuda, ça a transformé, ça a donné le mot Agouda. Je vais développer un peu plus la question des Agoudas plus tard. Donc, j'ai fait une présentation générale maintenant. Bon, l'objectif de cette analyse, c'est de montrer comment on désire le retour, mais comment c'est difficile le retour lorsqu'on a passé si longtemps dans un autre pays, dans une autre culture, dans une autre situation. Donc, c'est ça ce qu'on va essayer de développer. Bon, les Agoudas, comme j'ai dit, ça dérive du mot ajuda. Et curieusement, pour les Africains qui étaient là, qui étaient restés là-bas, les Agoudas, c'est-à-dire ces Brésiliens retournés qui ont cet amour de la culture brésilienne, hein, qui ont cette fierté de la culture brésilienne, ils sont reconnus comme étant des catholiques et par conséquent des blancs, c'est-à-dire des blancs à la peau noire. Parce qu'en termes culturels et idéologiques, ils s'identifiaient beaucoup plus aux blancs dans la mesure où ils prônaient une certaine supériorité
de la culture brésilienne face à la culture locale. Et donc, les deux romans, mais surtout le roman de Maryse Condé, le roman Ségou, montrent les disputes qui existaient entre ces différentes communautés, parce qu'il y en aura d'autres aussi qui vont entrer dans le roman de Maryse Condé. Les Saro. Les Saro, c'est un mot qui dérive du pays actuel qui s'appelle Sierra Leone et qui, à l'époque, était le pays qui a été formé pratiquement par les États-Unis, par les Américains et les Anglais, parce que il était habité par des gens qui avaient été retirés des bateaux qui les amenaient à Cuba ou au Brésil, et les Anglais interceptaient ces bateaux et ils ne savaient pas quoi faire avec ces gens qui étaient là dans les bateaux, alors ils les ramenaient en Afrique, mais comme c'était des gens d'ethnies différentes, on ne savait pas vraiment où les caser, et c'est comme ça que ce pays, Sierra Leone, a été créé, et ce qui a d'ailleurs provoqué des problèmes jusqu'à maintenant, parce que ce sont des populations qui aussi sont entrées en conflit avec les populations locales, parce qu'ils étaient, encore une fois, supérieurs, ils parlaient anglais déjà, parce que avec la présence des Anglais à Sierra Leone, ces gens ont commencé à parler anglais et se sont plus ou moins identifiés aussi aux idéologies ou à l'idéologie de la supériorité anglaise. Donc un peu ce contexte-là qui apparaît dans ces romans. Je vais citer une phrase de Maryse Condé, une phrase que vous avez dans le texte que j'ai sélectionné, parce que la femme, le personnage féminin, la protagoniste de ce roman de Ségou, la protagoniste de cet épisode, parce que c'est un roman immense, c'est une saga qui a beaucoup de personnages, donc mon analyse va se concentrer sur cette question du retour, donc sur cette femme, cette protagoniste qui s'appelle Romana da Cunha. Donc cette femme qui se marie avec elle est d'une ethnie Yoruba et son mari est Bambara. Donc, parce que le roman Ségou, en fait, se concentre sur l'histoire de cette ville qui était à l'époque un royaume et qui se trouve aujourd'hui dans le Mali. C'est une ville du Mali aujourd'hui. Et cette femme romane, elle s'est mariée avec un des fils de ce patriarche qui est de la famille Traoré, une famille noble de Ségou. Et puis, bon, ce personnage meurt au Brésil, il est condamné, il est assassiné. Et dans le retour à Lagos, l'actuel Nigeria, elle va rencontrer le frère de son mari et elle va se marier avec lui. Donc, ce personnage qui va apparaître dans le roman, qui ressemble énormément à son mari, ce qui cause aussi des problèmes un peu psychiques pour elle, qui considère un peu incestueux aussi se marier avec le frère de son mari, quoique ce soit plutôt normal dans la culture Bambara, mais ce n'était pas si normal dans la culture Yoruba. Et donc, elle se marie avec ce personnage qui s'appelle Malobali. Et Maryse Condé dit le suivant. Les Bambara présents à la fête, Biram en particulier, regardaient tout cela avec stupeur.
Si c'était pour perpétuer ainsi le souvenir du Brésil, que les Agoudas n'y étaient-ils restés? Les voilà qui clamaient qu'ils y avaient passé les meilleures années de leur vie. Oubliaient-ils qu'ils y avaient été esclaves et qu'ils avaient choisi de revenir dans la terre d'Afrique? Oubliaient-ils que souvent ils y avaient fomenté des révoltes? Étrange revirement. Donc ça c'est une remarque faite dans le roman de Maryse Condé. Selon Pierre Verger est un anthropologue, photographe français qui a passé une bonne partie de sa vie ou quasiment toute sa vie après l'âge adulte quand il est arrivé au Brésil en 1946 et puis il est resté au Brésil donc de 1946 jusqu'à sa mort, mais il a fait des études outre la photographie, il était un grand photographe. Il a fait des études sur la religion, sur le candomblé, parce que lui-même, il a été initié au candomblé au Brésil. Donc, il est devenu ce qu'on appelle un père de saint, un babalao, enfin, un prêtre, disons, du candomblé. Et il a fait beaucoup de recherches. C'est peut-être que le premier à avoir fait des recherches sur les ressemblances, les différences entre le candomblé brésilien et la même religion yoruba en Afrique. Donc, c'est lui qui a découvert plein de choses pourquoi cette maison, par exemple, qui existait dans un tel lieu du Brésil, ils avaient quelques orishas qui étaient plutôt de cette branche de la famille royale. Enfin, il a fait plein d'études très intéressantes sur les Africains et les Africains au Brésil. Alors, selon Pierre Verger, j'allais commencer à le citer quand je fais cette digression. Les Brésiliens qui retournaient à la région de l'Afrique occidentale provoquaient des sentiments hostiles dans la population locale, comme on vérifie dans les romans que je viens de citer, parce qu'ils se considéraient différents et supérieurs à ceux qui y sont restés. De l'autre côté, comme les Saho, comme j'ai déjà dit, étaient encore plus orgueilleux. La réaction d'acrimonie contre les Saho et contre les Agoudas était très forte, encore plus contre les Saho parce qu'ils étaient encore plus orgueilleux. Alors, je vais citer un autre personnage de Ségou dans ce même passage que vous avez. Et vous allez voir comment il y a plusieurs communautés. Il y a les métis, il y a les blancs, il y a les Saho, il y a les Agoudas, et il y a les locaux. Enfin, les locaux, je veux dire la population locale qui n'avait pas été déplacée. Alors, le texte dit, les métis étaient bien plus arrogants que les blancs, car ils voulaient faire oublier leur moitié de sang noir. Quant aux Saho et aux Brésiliens, les premiers calquaient leur comportement sur celui des Anglais et méprisaient le second à cause de leur ancien état servile. Parce que les Saho n'avaient pas été esclaves. Parce que les bateaux où ils se trouvaient avaient été capturés par les Anglais. Ils ont été ramenés, comme vous vous rappelez que j'ai raconté au début, tout à l'heure, qu'ils ont été ramenés à Sierra Leone. Mais les deux groupes abominaient les autochtones de la même manière et avaient partie liée avec les métis et les blancs. Voilà le monde tel qu'il était. Saleté d'époque. Je ne sais pas si notre époque est meilleure, mais enfin. Mais c'est la phrase de Maryse Condé. Donc, il y a une adaptation car s'ils cultivaient leur particularisme, je cite Verger encore non, avant c'était Condé,
car s'ils cultivaient leur particularisme africain au Brésil, de l'autre côté, ils avaient un fort attachement aux coutumes et habitudes acquises dans le pays qu'ils tenaient à maintenir lors de leur retour à la côte africaine. Donc, vous voyez la contradiction. Tant qu'ils étaient au Brésil, ils étaient fiers de leur nom africain, de leur religion, de leur appartenance à la terre d'Afrique. Aussitôt arrivés en Afrique, ils vont revendiquer leur expérience au Brésil, deviennent tout de suite catholiques et commencent à utiliser le nom chrétien qu'ils avaient reçu au Brésil. Donc, vous voyez qu'il y a des contradictions, plein de contradictions. Et c'est le cas de Romana, qui au Brésil avait gardé son nom africain, Ayodele, mais arrivée en terre d'Afrique, elle adopte le nom Romana da Cunha et se présente comme étant catholique. Hein. Et dans d'autres romans, c'est la même chose. Hein. C'est curieux, parce que je ne vais pas parler d'un autre roman brésilien qui n'a pas été traduit. Et pour ne pas allonger, je ne vais pas parler de ce roman qui s'appelle Un défaut de couleur, hein, de Ana Maria Gonçalves. Mais il y a un personnage qui a aussi cette hésitation du nom. Tant qu'elle a été au Brésil, elle voulait utiliser le nom africain, mais aussitôt arrivée en Afrique, elle adopte le nom portugais, chrétien. Donc, ce qui se passe avec ces Africains qui retournent en Afrique, c'est qu'ils avaient déjà été métissés au sens culturel du terme. Édouard Glissant préfère utiliser le terme de créolisation. Alors, si on veut parler comme Glissant, on dirait qu'ils avaient été créolisés. Mais si on parle comme Gilberto Freire, hein, le sociologue, anthropologue brésilien, on dirait qu'ils avaient été métissés. Et métissés, évidemment, là, dans ce cas-là, on parle comment dans le sens culturel. Non, ce n'est pas au sens de miscigenation, hein, raciale, biologique. Alors, je vais citer Gilberto Freire. Ces Africains et descendants d'Africains ayant vécu au Brésil, surtout à Bahia, rentraient en Afrique avec des coutumes, des habitudes, des modes de vie qu'ils avaient acquis en terre étrangère, auxquels ils s'étaient attachés pour toujours. Ils ont amené en Afrique le goût pour la farine de manioc, la pâte de goyave, la goyabade, les plats brésiliens, les habitudes brésiliennes. Ils ont perpétué en Afrique les dévotions comme celle du Seigneur du Bonfim, le Seigneur du Bonfim, des fêtes et des danses qui apparaissent dans tous ces romans, avec des variations, mais ce sont les mêmes fêtes avec des versions un peu différentes. Et le curieux, c'est que ces Brésiliens, ces descendants de Brésiliens qui étaient appelés des Agoudas, jusqu'à maintenant, ils se reconnaissent comme des descendants de Brésiliens. Cette communauté, évidemment, ils n'ont plus aucun lien avec la culture brésilienne, juste quelques réminiscences, mais ils ont des noms de famille brésiliens ou portugais, parce qu'en fait, des noms de famille. Donc, un peu l'objectif de cette classe, c'est justement de montrer la problématique du retour. Hein, comment le retour est plein de contradictions et de crises aussi, et des problèmes liés aux émotions, aux affects des gens. Alors, je reprends l'épigraphe de cette classe. Hein, selon Édouard Glissant, la première pulsion d'une population transplantée est le retour, qu'il écrit en majuscule. Hein, il orthographe toujours retour avec majuscule et relation
que je vais citer tout à l'heure, toujours en majuscule. Alors, la première pulsion d'une population transplantée est le retour. Le retour est l'obsession de l'un. De l'un, ça veut dire l'unité, un. C'est l'origine. Hein. Il ne faut pas changer l'être. Revenir, c'est consacrer la permanence, la non-relation. Alors, ces gens qui ont été transplantés, qui sont retournés, ils sont déjà entrés en relation. Et ils se sont transformés justement parce qu'ils sont entrés en relation. Et cette obsession de l'origine est une obsession qui existe, mais qui n'aboutit pas au bonheur et à la réalisation de l'être. Donc, les auteurs de ces deux romans retracent cette communauté, montrant les transformations qu'elle opère dans la région et plus particulièrement dans la ville de Lagos. Il y a la ville de Lagos, mais aussi d'autres villes que ces personnages fréquentent parce qu'elles voyagent, elles font du commerce, elles vont au Togo. Enfin, ce sont des personnages qui ont beaucoup de relations commerciales aussi. Hein. Elles s'enrichissent. Les deux personnages, je vais entrer dans les détails des deux romans tout à l'heure, mais ce sont des femmes très actives et bonnes commerçantes. Donc, elles, au fur et à mesure qu'elles s'enrichissent, elles veulent faire comme les riches de Bahia, disons leurs anciens maîtres, avoir des maisons qui ressemblent aux maisons de Bahia, à 2 étages. Donc, elles embauchent des ouvriers, des menuisiers, des maçons, des gens qui savent construire des maisons assemblables aux maisons qu'elles voyaient à Bahia. Et dans la région, donc, commencent à surgir ces grandes maisons à la manière de Bahia et des églises aussi catholiques, des écoles, etc. J'ai dit qu'elles font du commerce, elles exportent de l'huile de palme, elles importent du sucre, le Brésil était à l'époque un grand producteur de sucre, de la viande séchée et du tabac. Elles circulent beaucoup dans la région allant, j'utilise là les mots actuels, du Nigeria au Bénin et au Togo, au nom des pays actuels. Elles apprennent plusieurs langues afin de pouvoir se communiquer et faire leur business. Marie Scondé et Antonio Linto connaissaient bien la communauté des Brésiliens. Marie Scondé, je ne sais pas si vous avez lu des romans de Marie Scondé, c'est une écrivaine de la Guadeloupe. Elle est déjà bien âgée, mais elle est toujours vivante. Elle a une œuvre immense, une vingtaine ou trentaine de romans. Quand elle était très jeune, elle s'est mariée avec un acteur de la Guinée, qui s'appelle Mamadou Condé. Le Condé est son premier mari, donc ce n'est pas son nom de jeune fille, ni de son actuel mari. Elle a vécu les décennies de 60-70 en Afrique, dans plusieurs pays, en Guinée, au Ghana, au Sénégal. Et Antonio Linto était un diplomate brésilien qui a vécu, qui a eu un poste de diplomate au Nigeria dans les années 60 aussi. Pour créer la protagoniste de son roman, Antonio Linto s'inspire d'une femme âgée qu'il a connue là-bas, qui s'appelait Romana da Conceição. Et je me demande si c'est une coïncidence ou si Marie Scondé
a su, connaissait l'existence de cette femme. Parce que finalement, les deux ont vécu dans la région à la même époque. Et cette Romane da Conceição est une femme qui a vraiment existé. Évidemment, ce n'est pas le personnage du roman, mais disons que Antônio Lindo dit qu'il s'est inspiré de cette femme. Et cette Romane da Conceição réelle, elle est allée au Brésil en 63. Donc, déjà âgée, elle est allée au Brésil en 1963. Mariana, cette protagoniste d'Antônio Lindo, dans le roman, ça s'appelle La Maison de l'eau, justement parce qu'elle commence à gagner de l'argent, parce qu'elle fait un puits d'eau dans sa maison. Hein? Elle se rend compte, elle s'aperçoit qu'il manque d'eau dans la ville. Alors, elle fait construire un puits, fait creuser un puits, et elle commence à vendre de l'eau. Donc, ses premiers sous sont de la vente de l'eau, hein, de son puits d'eau. Et encore une fois, Antônio Lindo dit qu'il s'est inspiré d'une histoire réelle parce qu'effectivement, c'est un Brésilien, évidemment, c'est son personnage qui a fait ça dans le roman, mais effectivement, c'est un Brésilien qui a creusé le premier puits d'eau à Lagos. Et aussi, pas mal de recherches qu'il a fait sur le bateau dans lequel ces personnages arrivent à la fin du 19e siècle. Les personnages d'Antônio Lindo arrivent en 1899, 10 ans, 11 ans après elles partent 10 ans après l'abolition de l'esclavage et arrivent 11 ans après, parce que c'est un voyage qui dure beaucoup de temps, parce qu'il y a une maladie à bord, je crois que c'est la fièvre jaune, enfin quelque chose. Et tous ces gens, lorsqu'ils débarquent, les Anglais les obligent à laisser toutes leurs affaires dans le bateau pour être désinfectés. Et donc, les personnages arrivent nus et les Anglais leur fournissent des draps pour qu'ils se couvrent pour éviter la transmission de cette maladie. Et c'est ça. Donc, et dans tous ces romans qui se passent au 19e siècle dans cette région, vous allez voir qu'il y a un personnage réel, un personnage qui a existé, qui s'appelle, qui a un titre qui est Chacha. C'est un titre que le roi lui a donné et jusqu'à maintenant, apparemment, l'aîné de cette famille reçoit le titre encore de Chacha. Donc, ce Brésilien qui s'appelait Francisco Félix de Souza, qui est né à la fin moitié du 18e siècle, il est mort à moitié du 19e siècle, était le plus grand trafiquant d'esclaves. Et c'est pour ça qu'il s'est enrichi. C'était vraiment un homme presque aussi puissant que le roi du Dahomey à l'époque, qui s'appelait le Dahomey, qui était le roi Gezo. Il commandait le fort et par conséquent, il commandait la ville de Ouida, qui était le port où embarquaient les esclaves pour le Brésil et Cuba. Et bon, le syncrétisme religieux apparaît aussi dans les deux romans, parce que ces femmes font la pratique religieuse du candomblé en cachette, et ostensiblement, elles sont catholiques, mais chez elles, et surtout au moment des difficultés, elles appellent à leur orisha. Bon, je vais raconter un peu le résumé de l'histoire de la Maison de l'eau. Bon,
l'histoire commence en 1898, 10 ans après l'abolition de l'esclavage, quand Catherine, qui était cette femme africaine qui avait été envoyée au Brésil à l'âge de 18 ans et qui a vécu 50 ans au Brésil, elle décide, maintenant qu'ils sont libres, décide de rentrer chez elle. Et elle dit chez elle. Sa fille, Épiphanie, qui a 3 enfants, n'était pas très contente, mais finalement, je crois que Catherine était la figure dominante. Et finalement, toute la famille, mais vous voyez que ce sont des protagonistes féminins, enfin, ce sont des femmes. C'est Catherine, Épiphanie et la fille aînée d'Épiphanie qui est Marianne, qui en fait va devenir la protagoniste du roman. Marianne arrive à Lagos en 1900. Elle a 13 ans et lors du débarquement, elle a ses règles. Donc, vous voyez que c'est une métaphore très intéressante parce que cette fille se fait femme au moment où elle arrive en terre d'Afrique. Et c'est elle qui va être la personne ou le personnage, en fait, la plus débrouillarde, la plus flexible, la plus adaptée, celle qui va vraiment devenir africaine, qui va s'adapter. Pourquoi? Parce qu'elle était très jeune, elle était absolument ouverte à toutes les découvertes de la vie. Épiphanie trouvait difficile l'adaptation parce qu'elle était très adaptée au Brésil. En fait, quand elles ont passé un an à Salvador da Bahia, elle avait un amant qui était un prêtre et elle était bien contente avec son prêtre, avec son amant, qui était gentil avec elle. Mais finalement, elle va s'adapter mieux que Catherine. Et c'est ça la contradiction principale du roman, parce que c'est celle qui a voulu rentrer en Afrique qui va être la plus malheureuse, parce qu'elle ne va pas trouver ce qu'elle cherchait. Elle emmène la famille à sa ville natale, comment ça s'appelle? J'ai oublié maintenant. Abeokuta. Elle amène tout le monde à Abeokuta et il y a des choses physiques, matérielles qui étaient là, enfin, qui continuaient à être là. Mais les personnes qu'elle connaissait, ses amis, sa famille, ceux qui pouvaient vraiment l'émouvoir, il n'y avait personne, il n'y avait aucune connaissance. Donc, elle va être absolument dépaysée chez elle. C'est pour ça que je mets l'accent sur la question de chez soi, n'est-ce pas? Frustrée, au moins au début, elle finit par pardon, c'est Épiphanie qui s'adapte et elle meurt à l'âge de 79 ans. Mais Catherine, au contraire, pour elle, c'est une expérience très frustrante, très décevante, parce que entre le pays réel et le pays rêvé, le pays imaginé, il y a un abîme. Et c'est ça ce qui se passe quand elle emmène sa famille à Abeokuta. Et elle meurt très vite. Donc, sa déception provoque cette mélancolie, enfin, la tristesse.
ce qui fait qu'elle meurt très vite. C'est-à-dire que cette idée de 1, dont parle Glissant, c'est un fixe. Et il faut le penser au niveau du temps et de l'espace, parce que elle veut rentrer en Afrique, c'est-à-dire qu'elle pense à l'espace, mais elle n'a pas conscience du passage du temps quand qu'elle veut rentrer chez elle à Abeokuta. Et ces 50 ans, quand elle pense à son passé, elle pense à sa jeunesse, à son enfance, à sa jeunesse. Et ce temps-là est passé, est perdu. Et elle ne peut pas regagner. Elle peut regagner un territoire, mais elle ne peut pas regagner le temps. Et donc, je trouve que c'est important de voir qu'il y a ces deux catégories qui jouent, la catégorie du temps et de l'espace. Donc, des 3 générations, la seule qui s'adapte totalement en Afrique, c'est celle des petits-enfants. Mais vraiment, le roman ne traite pas beaucoup les 2 garçons. Enfin, le roman s'occupe vraiment de Marianne. Elle se marie très tôt, elle a 3 enfants et ces 3 enfants vont étudier en Europe. Elle va vraiment s'enrichir et sa famille va être très importante. Et un de ses fils va devenir le président du Congo. Il va participer à l'indépendance du Togo. J'ai dit Congo, n'est-ce pas? Pardon. Du Togo. Mais le son. Il va devenir le président, le premier président du Togo. Donc, il va faire l'indépendance, il va être le personnage, le fils de Marianne. Maintenant, je vais parler un petit peu de l'histoire, de manière très résumée, parce que l'histoire de Ségou est vraiment très, très longue. C'est intéressant parce que c'est une saga qui commence à la fin du XVIIIe siècle dans le royaume de Ségou, autour de la famille de Douzika Traoré, notable et conseiller du roi. Ségou, c'est un prospère royaume des Bambara, de tradition animiste. Et l'intérêt du roman, c'est justement que c'est une ethnie de religion animiste. Et elle commence le roman au moment où il y a cette vague de l'islamisation de l'Afrique. Donc, quand cette vague d'islamisation atteint Ségou, ça va altérer complètement les rapports de force et les identités des personnages. Parce que les 4 fils de ce monsieur, de ce patriarche, qui est Douzika Traoré, les 4 fils vont être affectés par ces différentes vagues de colonisation, disons. La colonisation française, c'est celle qui va fermer le roman, va boucler le roman, quand les Français arrivent et détruisent les murs de Ségou. Mais au commencement, c'est l'islam. Et si vous prenez aujourd'hui, par exemple, un pays comme le Bénin ou le Nigeria, ce sont des pays qui sont moitié-moitié catholiques et musulmans. Et le candomblé, donc cette religion animiste qui est originaire des Yoruba, est beaucoup plus forte au Brésil qu'en Afrique maintenant. Il y a très peu de gens qui pratiquent cette religion en Afrique. Ce sont des religions qui évidemment se sont transformées aussi après cette transplantation en Amérique, que ce soit le vaudou haïtien, le candomblé brésilien
ou la santerie à Cuba, ce sont des religions syncrétiques qui sont dérivées de ces cultes animistes de cette région d'Afrique, mais qui aujourd'hui sont beaucoup plus forts, ont beaucoup plus de pratiquants dans ces 3 pays que j'ai mentionnés qu'en Afrique, hein, parce que ces pays sont passés par ce processus d'islamisation et ensuite de christianisation. Donc, ce patriarche, Douzika Traoré, il a 4 enfants. Le premier, qui est l'aîné, donc le plus aimé, le plus important du point de vue de la famille, va abandonner les traditions ancestrales. Il est attiré par l'islam. Donc, vous voyez que déjà, ça confond la famille. Il s'appelle Tiekoro et il part. Le deuxième fils, qui s'appelle Naba, est capturé et vendu comme esclave et meurt au Brésil. Donc, c'est l'esclavage. Le premier est atteint par l'islam, le deuxième par l'esclavage qui est fruit de la colonisation aussi. Le troisième, Siga, qui est le fils d'une femme esclave, qui est mal aimée par le père, il va suivre le frère aîné, hein, le frère aîné qui est le bien-aimé du père. Et le cadet, Malobali, c'est celui qui va se marier avec la veuve de son frère. Donc, le roman est beaucoup traite de beaucoup de choses. Vraiment, c'est une sorte de panorama de l'histoire de cette région d'Afrique. Elle développe beaucoup le processus d'islamisation et puis la question aussi de la destruction des murs de la ville de Ségou par les colons français. Une scène que j'ai particulièrement aimée dans ce roman est la scène qui est inspirée de la réalité, c'est quand quelqu'un, enfin des gens de Ségou, voit un homme blanc. Un homme blanc qui est sur les rives du fleuve Niger et il ne croit pas ses yeux, tellement il est étonné de voir un homme blanc. Et il court vers le village pour dire qu'il avait vu un homme complètement différent, qu'il n'aurait jamais imaginé une telle figure. Et ça s'inspire vraiment d'un explorateur écossais, Mungo Park, qui atteint les rives du fleuve Niger au début, à la fin du 18e ou au début du 19e siècle. Il est né en 1771 et est mort en 1806. Donc, il est arrivé. Et donc, cette première scène de cet homme blanc au bord du Niger, ça annonce déjà la fin du livre, quand les Français vont détruire les murs de Ségou. Hein? Et bon, il y a un tas de conflits parce que ses descendants, les petits-fils, vont participer des batailles, vont participer, y compris dans les batailles, dans l'armée des Français, des colons. Donc, il y a toutes sortes de contradictions dans ce roman. C'est un roman vraiment très, très riche. Et Maryse Condé, quand elle a écrit ce roman, elle vivait encore en Afrique. Je crois qu'elle vivait encore en Afrique. Je ne suis pas sûre. Mais elle dit qu'elle avait très peur des critiques, parce que quand elle a publié, parce que les gens, les Africains, allaient la critiquer parce qu'elle ne parlait pas le Bambara, parce qu'elle n'était pas africaine.
Et finalement, je crois qu'elle a été très critiquée, mais c'est un livre qui a fait beaucoup de succès aussi. Donc, vous voyez que la vie est comme ça. La vie est... Donc, ces deux personnages, la femme qui va devenir romane, elle s'appelle Ayodele et elle rencontre son mari, son futur mari, un peu avant l'embarquement. Donc, ce sont deux très jeunes qui se connaissent au moment le plus difficile de leur vie, au moment où ils sont prêts à être embarqués vers l'esclavage. Et donc, il s'appelle Naba et elle Ayodele. Et lui, Naba, il tombe amoureux de cette fille qui était très, très jeune et dans une situation là absolument sans protection aucune. Et ils sont amenés à Pernambuco, l'état du nord-est brésilien, Pernambuco. Et elle a 13 ans à l'époque. Et aussitôt arrivée et achetée par le maître de la fazenda, elle est violée par son maître, comme arrivait très souvent à cet âge, toujours à cet âge-là, de 13 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Et elle aura un fils du maître et puis 3 fils de son mari. Et c'est ce fils du maître, donc un métis, qui savait qu'il était le fils du maître, qui était plus clair de peau que ses 3 frères. Et il écoute une conversation, il entend une conversation des parents et selon laquelle ils avaient l'intention d'acheter leur liberté. Et ils faisaient des économies pour pouvoir acheter cette liberté et revenir en Afrique. Mais lui, il ne veut pas de ça. Alors, il va dénoncer les parents au maître qui est en fait son père biologique, quoique ce ne soit pas son père réel, parce que les maîtres, ils faisaient des enfants, mais ils ne s'en occupaient pas, évidemment. Et il va, la pièce d'accusation utilisée dans ce procès va être un tract, un petit texte écrit en arabe que quelqu'un a donné à Naba dans la rue et qu'il évidemment ne pouvait pas lire parce qu'il ne savait pas lire l'arabe. Donc, il n'avait eu en fait aucune participation à cette révolte des Malais, mais il a été accusé et condamné comme s'il avait été un membre de cette révolte. Et quand il repart, quand la mère romane Ayodele repart, est déportée en fait en Afrique, elle amène les 3 fils de son mari et cet enfant du maître, il reste au Brésil. Donc elle va, comme j'ai déjà dit, elle va rencontrer Malobali, elle va se marier avec lui. Et je vais lire une autre citation du roman. Je n'ai pas lu de citation du roman d'Antonio Linto, comme je n'avais pas la version en français, j'ai évité de traduire. Et quand, dans le texte de Ségou, de Maurice Coudet, quand commença la mésentente du couple, en vérité, dès la nuit de noces, quand Malobali fut contraint de donner plus qu'il ne possédait. Je suis curieuse quand elle dit ça, parce que je ne sais pas ce qu'elle a voulu dire. Hein? Il fut contraint de donner plus qu'il ne possédait. C'est intéressant pour nous aujourd'hui, surtout pour les femmes. Qu'est-ce qu'elle a demandé, n'est-ce pas?
Bientôt, tout devint sujet de querelle. Les Agoudas, dont Malobali trouvait les amusements puérils et guindés, et l'arrogance vis-à-vis des autochtones insupportable. Les Bambara, que Romane trouvait quant à elle grossiers, dépravés, ennemis du vrai Dieu. Donc, vous voyez qu'elle a déjà incorporé le catholicisme et elle méprisait les Bambara qui étaient le peuple de ses deux maris, en fait, le premier et le deuxième. Et comme Marianne, qui s'est rendue compte qu'elle était enceinte après la mort de son mari, Romane aussi apprend qu'elle attend un enfant de Malobali qu'elle avait tant souhaité après sa mort. Et trop malheureuse, languissante, elle s'éteint après l'accouchement et son 5e fils est remis à la famille Bambara. Donc, ce fils ne va pas apparaître dans le roman. Les autres 3 garçons, ils vont vivre avec la famille de Romane, la branche paternelle de Romane, ancienne esclave de la Jamaïque, qui était installée à Freetown. Freetown, c'est à Sierra Leone. Donc, un des fils, qui s'appelle Eucharistus, donc vous voyez que le catholicisme est bien fort là, Eucharistus, souffre un conflit identitaire. C'est un autre morceau que j'ai sélectionné, que vous avez dû recevoir. Concernant ce personnage, qui est le petit-fils, non, le fils, pardon, Eucharistus. Il y aura aussi le petit-fils. Il ne sait pas s'il est Agouda, Bambara, Yoruba. Finalement, il se consacre au sacerdoce. D'ailleurs, il était voué au sacerdoce avec ce nom, n'est-ce pas, Eucharistus. Hein? Donc, il s'installe à Sierra Leone. Et comme sa mère, Eucharistus est un personnage en conflit avec ses différents héritages culturels. Et je vais citer un morceau de Ségou. Eucharistus lui-même parlait le portugais et le yoruba, langue de sa mère. L'anglais, langue de l'enseignement à Fura Bay College. Un peu de français et tout cela mêlé pour former le pidgin, qui était la lingua franca de la côte. Cette confusion de langues, qui faisait penser à celle de la tour de Babel, lui semblait à l'image de sa propre identité. Qu'était-il lui-même? Un animal composite, incapable de se définir. Et à partir d'Eucharistus, Maryse Condé va créer une histoire d'un retour en Amérique, hein, du fils d'Eucharistus. Samuel, donc, qui est le fils d'Eucharistus, Eucharistus se marie avec une descendante des marrons. Marron, je ne sais pas si vous connaissez ce mot marron. Marron n'est pas la couleur marron. Aux Antilles, il y a ce mot en français marron, comme marron, la couleur. En espagnol, c'est cimarrón. Et en anglais, c'est maroon, avec 2 O, N. Il y a eu des marronnages, c'est-à-dire fuite d'esclaves. Dans toutes les régions où il y a eu l'esclavage, il y a eu des fuites d'esclaves. Et aux Antilles, on a utilisé ce mot, hein, avec les variations des 3 langues, mais c'est la même idée. Au Brésil, on a utilisé un autre mot, qui est quilombo et quilombole, hein, pour les esclaves qui
qui s'enfuyaient, qui quittaient les plantations et allaient se cacher aux Antilles, comme c'était des îles petites, ils se cachaient dans sur les mornes. Morne, ça veut dire les collines. Hein. Morne, c'est un mot dérivé de l'espagnol aussi qui est morro, comme en portugais morro. Oh, c'est colline. C'est une colline. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec les Maroons en Jamaïque? Maryse Condé, dans un autre roman qui s'appelle Moiti Tubin, Sorcière noire de Salem, elle parle aussi de ces Maroons de la Jamaïque. Les Maroons, ils ont vaincu les Anglais, disons, ils ont fait un pacte de non-agression avec les Anglais et les Anglais les ont laissés tranquilles dans un territoire. Et par contre, ils ont commencé à délater, à dire aux Anglais s'il y avait des révoltes dans les environs. Et c'est pour ça que Maryse Condé les montre comme des véritables bandits, parce que malgré l'idée un peu idéalisée de ces marronnages, hein, qui apparaît aussi dans l'œuvre d'Édouard Glissant ou d'autres au Brésil, on n'en parle pas. C'est vraiment quelque chose de très fortement admiré jusqu'à maintenant. Mais dans le cas des Jamaïcains, Maryse Condé les peint de manière très négative, hein, dans ces deux romans-là. Donc, la femme d'Eucharistus, hein, parce qu'il devient prêtre de l'église protestante anglaise, enfin, où les prêtres se marient. Il ne faut pas penser à... Il n'est pas vraiment catholique. Il faut expliquer ça, parce que j'ai parlé de catholique parce que c'est Eucharistus, n'est-ce pas? Mais après, il va subir l'influence anglaise et c'est ça. Donc, les Maroons. Et Samuel se marie, donc le petit-fils de Romane, et décide, parce que comme sa mère parlait beaucoup des Maroons, comme ils étaient formidables, comme, encore une fois, vous voyez, cette idéalisation d'un passé, d'un territoire et d'une vie qu'elle a connue ou dont elle a entendu parler, en fait. Hein, parce que c'est sa mère à elle qui lui parlait de... Hein. Et Samuel va retourner en Jamaïque, hein, ou à la Jamaïque. Bon, il va partir. Et ça sera la grande déception, parce qu'il ne va pas être accepté, il ne va pas être reçu par les Maroons. Hein. Et à un moment, il dit, mon nom, c'est sans nom. Oui. Donc, il est un conflit total, hein, lorsqu'il se retrouve avec sa femme en Jamaïque et qu'il n'est pas reconnu, n'est pas accepté, ne trouve pas de place. Et c'est une partie du roman qui est très dure, parce que on voit que c'est pire que le retour primordial, disons, de Romane, hein, parce qu'il est absolument désœuvré, il ne sait pas quoi faire, il est totalement perdu là-bas. Donc, alors on voit que le départ de l'Afrique vers l'esclavage est absolument traumatique, mais ces autres départs et ces retours en sens inverse, parce que Marianne, elle va retourner au Brésil, mais de manière très positive, parce qu'elle est riche, elle est vieille. Romane, non pas, pardon, Romane, la personne réelle. Marianne,
Marianne, dans le roman, elle ne retourne pas, mais c'est sa petite fille qui va retourner au Brésil, qui va aller au Brésil, en fait. Et cette petite fille, oui, elle a le même nom, Marianne, mais parce que c'est une trilogie, je n'ai pas dit ça, j'ai oublié de dire. La Maison de l'eau est le premier roman d'une trilogie. Hein. Et au 3e volume, cette fille va arriver au Brésil et va prendre des photos pour montrer à sa mère. Et ça s'appelle, la trilogie s'appelle A Alma da África, l'âme de l'Afrique. Et il y a la Maison de l'eau, le roi de Queto et au trône de vidre, le trône de vitre. Donc, elle va retourner. Dans cet autre roman que je n'ai pas analysé ici, qui s'appelle Un défaut de couleur, la femme, c'est toujours une femme. C'est intéressant de voir comment c'est toujours une femme. Cette femme qui change de nom aussi, prend un nom chrétien lorsqu'elle arrive en Afrique, elle va retourner au Brésil très vieille, hein, mais elle n'arrive pas. Hein, elle est en voyage et elle écrit une lettre, hein, mais c'est une figuration de ce retour, mais en fait, on ne la voit pas arriver, débarquer au Brésil. Hein. Donc, il y a ces mouvements d'aller-retour, hein, ce qui est intéressant aussi. Il y a un autre roman que j'ai analysé dans un texte qui a déjà été publié, qui s'appelle The Book of Negroes, d'un écrivain canadien, Lawrence Hill. Ce roman a été traduit au Brésil comme au livre dos Negros. J'imagine qu'ici, il y a une traduction aussi, je ne sais pas. Mais c'est curieux parce qu'encore une fois, c'est une femme, hein, qui va retourner en Afrique. Elle est envoyée aux États-Unis, comme c'est un auteur canadien, donc de langue anglaise. Et il fait arriver cette fille, c'est toujours une fillette de 13 ans comme ça. Elle arrive aux États-Unis, puis après beaucoup de péripéties, elle va au Canada, et c'est à partir du Canada qu'elle va rentrer en Afrique, à Sierra Leone. Et donc, il y aura plus ou moins les mêmes conflits, mais évidemment que il n'y aura pas les agoudas brésiliens, hein, mais il y a les mêmes questions du retour de chez soi, de comment, qu'est-ce qu'on va retrouver en Afrique après tant d'années et après cette expérience en Amérique. C'est un roman aussi qui est très intéressant. Et je trouve que c'est intéressant que tous ces écrivains, même les hommes, hein, ce n'est pas seulement les femmes, Antonio Linto et Lawrence Hill, ils ont créé des personnages, des protagonistes, hein, femmes, pour raconter cette histoire, des histoires de ces allers-retours. Bon, pour terminer, sur les difficultés du retour. Donc, on s'aperçoit que les personnages réagissent de manière différente. Romane, qui est le personnage de Maryse Condé, est une femme déchirée dans sa vie émotionnelle. Elle est très intelligente, elle est très capable, comme tous les autres personnages. Elle fait des bonnes affaires, elle gagne beaucoup d'argent, mais du point de vue émotionnel, elle est absolument déchirée. Marianne, qui a évidemment une expérience beaucoup plus facile parce qu'elle arrive en Afrique à l'âge de 13 ans, elle n'a pas connu vraiment l'esclavage, quoique elle ait été fille d'une esclave, mais elle est née libre déjà parce qu'elle
elle avait 13 ans quand elle est arrivée, donc c'était une fille qui n'a pas eu l'expérience de l'esclavage proprement dit. Et en Afrique, elle s'est bien adaptée. Donc, c'est un personnage qui n'a pas vraiment d'expérience traumatique comme Romane ou comme cette femme des Fêtes du Cour ou de ce roman canadien aussi. Des filles qui ont été violées par le maître aussitôt arrivé. Enfin, ce sont des filles qui sont vraiment traumatisées par l'esclavage, l'exploitation absolument terrible, et en même temps par les abus sexuels. Donc, Romane est un personnage déchiré. Marianne, je viens de dire, donc, au fond, ce sont des trucs que j'ai déjà dit. C'est-à-dire qu'ils cherchent un pays imaginé, rêvé, ou qu'ils ont connu dans le passé, Catherine ou Romane, mais elles ne vont pas trouver ce pays parce qu'elles ne vont pas trouver les amis, les gens. Et à chaque déplacement, quelques-uns s'adaptent plus facilement, d'autres s'adaptent moins bien. Mais de toute façon, il y a là la question de la relation au sens de glissant, c'est-à-dire que comment, en entrant en relation avec les autres, comment on va se former et accepter aussi les autres identités, comment on va former sa propre identité, c'est-à-dire que toutes ces relations, parce que nous, on n'est pas, l'identité n'existe pas sans l'autre, sans l'altérité. L'identité se fait devant le miroir de l'altérité. Et au fond, c'est cette question qui est là, qui est posée là dans ces romans. Et c'est ça. Donc, et au fond, ces romans, quoi qu'ils parlent du passé, de l'esclavage et de ce retour, enfin, dans un contexte spécifique, on peut penser à la réalité d'aujourd'hui, une réalité où il y a tellement de migration, des migrants qui arrivent ici en Europe tout le temps, qui apparaissent dans les nouvelles, à la télé. Enfin, c'est le nœud, hein, le point de discussion dans la politique française, dans la politique italienne. Enfin, c'est aux États-Unis, pareil. Au Brésil, c'est pas le plus important. Ce débat n'est pas vraiment très fort parce qu'on ne reçoit pas autant de migrants que l'Europe et que les États-Unis, mais dans ces pays-là, États-Unis et quelques pays de l'Europe, c'est vraiment une question très forte, une question politique, humanitaire, et on peut repenser à ces questions d'aller-retour, de migration, dans le contexte de l'actualité aussi. Donc, c'est ça. On peut parler maintenant, si vous voulez. Merci beaucoup, Lucie. Merci pour cette présentation très intéressante, qui donne envie de lire les livres que moi, personnellement, je ne les ai pas lus en entier. J'ai lu des extraits aussi. Mais je ne sais pas vous. En tout cas, moi, ça m'a donné très envie de lire ces livres. Alors, on va ouvrir aux questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le débat est ouvert. On vous écoute. Vous êtes libre de poser toutes les questions que vous souhaitez et profiter de la présence de Lise qui est ici. Alors, je demanderais si possible, est-ce qu'on peut au moins s'approcher, poser la question, qu'on puisse au moins capter le son, que tu peux rester assise, voilà, juste, voilà, s'approcher, qu'on puisse juste capter
capter le son ici. Voilà. Oui, je voulais dire, vous avez fait une référence aux migrants aujourd'hui en France ou en Europe, mais quand les Agoudas retournent en Afrique, ils retournent en principe chez eux. Et comment sont-ils acceptés par ceux qui sont restés en Afrique? Est-ce qu'ils peuvent s'insérer facilement dans la société africaine? Oui, justement, les romans montrent qu'ils s'insèrent dans la société africaine. Mais au début, lorsqu'ils arrivent avec un complexe de supériorité, ils ne sont pas bien reçus. Hein. Mais ils s'adaptent tant bien que mal. Mais c'est justement sur ça la question, n'est-ce pas? Parce qu'il y a toujours des conflits. De toute façon, il n'y a pas de vie sans conflit. Et quand il y a des populations de cultures différentes, d'origines différentes, évidemment qu'il y a des difficultés, n'est-ce pas, d'accepter les uns les autres, parce que au fond, c'est ce que j'ai dit, c'est la question de l'identité, elle doit se poser toujours en relation avec l'altérité aussi, hein, parce que si on n'a pas si on n'est pas en présence dans le sens non pas physique, mais Glissant dit il faut écrire en présence des autres langues. Ça veut dire que ce n'est pas nécessairement parler toutes les langues, c'est ce qui est impossible, mais c'est comme si on était en présence des autres langues. Et d'une certaine manière, la vie, l'identité se construit aussi en présence de l'altérité, en présence de l'autre. D'autres questions? Je vais voir juste, est-ce qu'on a des questions également par rapport au Brésil? Je ne pense pas, sinon Pedro nous l'aurait peut-être dit. Bon, si personne n'en pose, moi j'en pose une, j'en profite. Eurydice, tu as évoqué l'histoire, par exemple, personnelle de l'auteur Maryse Condé. C'est-à-dire qu'on peut facilement faire un lien peut-être avec l'histoire de Ségou et son histoire personnelle en tant qu'auteur. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi ce lien possible à faire aussi bien avec Ana Maria Gonçalves ou de Federico, qui raconte elle aussi quelque part une histoire presque personnelle? Est-ce que c'est le cas aussi pour Antonio Linto? Est-ce qu'on peut faire le lien entre ces personnages, enfin leurs personnages, leur récit de retour, c'est retourner en Afrique, avec les propres auteurs aussi de ces œuvres? Est-ce que tu penses qu'il y a un lien qui est faisable? Bon, dans le cas de Maryse Condé, c'est plus facile parce que, en fait, comme elle a vécu en Afrique pendant longtemps, elle a écrit dans plusieurs romans, elle a écrit sur ces personnages d'origine antillaise qui vivent en Afrique. Quand elle a publié son premier roman, qui s'est appelé à l'origine Eremakonon, donc c'est un mot africain, et maintenant il a un nom français, c'est quoi déjà? J'ai la première édition. C'est quelque chose comme j'ai oublié. C'est quelque chose à voir avec le bonheur, mais j'ai oublié maintenant quel est le titre exact. Mais ce premier roman qui s'appelait donc Eremakonon, à l'époque où il a été publié, toute la critique a trouvé que c'était autobiographique. Et elle a dit que non. Et finalement, je ne sais pas combien d'années après, 40 ans après, dans son livre autobiographique « La vie sans phare », elle reconnaît que pas mal de choses qui apparaissent dans le roman elle avait écrit à partir de son expérience. Ce n'est pas que le personnage qui s'appelle Véronica
soit elle, hein, parce qu'elle n'a pas été la maîtresse d'un chef d'État, hein, etc., etc. Mais il y a beaucoup de choses de son expérience. Donc, c'est ce premier roman. C'est Ehemakonon, le deuxième roman, Une saison Ariata, aussi, c'est pareil. Il y a un personnage, une femme antillaise qui arrive en Afrique, qui a des difficultés. Donc, ce que Maryse Condé montre, et dans ses interviews aussi, dans pas mal de romans, parce qu'elle a écrit beaucoup de romans, où les personnages migrent. C'est une autrice, on dit maintenant, n'est-ce pas? Oui. Une autrice qui fait voyager ses personnages vers les États-Unis, vers l'Afrique, vers le Brésil, partout, au moins partout où il y a des Noirs. Hein. Mais ce qu'elle montre toujours, c'est le conflit. Elle ne montre pas l'accueil. Et elle a une expérience aussi de migration, parce que je parlais simplement de son expérience en Afrique, mais elle a vécu beaucoup de temps aux États-Unis aussi, hein, où elle a enseigné à l'université. Et dans ces romans qui se passent aux États-Unis, et si vous prenez une autre autrice, hein, nigérienne comme Chimamanda, dans un roman qui s'appelle Americana, avec H à la fin, Americana, elle montre toutes les deux. Un Chimamanda qui est beaucoup plus jeune et qui a aussi une expérience de vivre aux États-Unis, elle montre que les Noirs américains ne s'identifient absolument pas avec les Noirs étrangers. Donc, c'est cette histoire de penser que tous les Noirs sont une grande fraternité, une grande communauté. Pour Maryse Condé, ce n'est pas vrai, parce qu'elle montre plutôt les conflits que l'accueil. Alors, sûrement, toutes ces questions viennent de son expérience. Oui, sûrement, parce qu'elle a une expérience très vaste, hein, ayant vécu, elle a quitté la Guadeloupe à l'âge de 16 ans, je pense, pour faire le lycée en France, à Paris. Et puis, elle est tombée enceinte d'un petit ami haïtien qui, aussitôt qu'il a su qu'elle était enceinte, a foutu le camp, n'est-ce pas, comme toujours. Et c'est avec cet enfant, tenant cet enfant dans les mains, qu'elle est partie en Guinée pour se marier avec ce Mamadou Condé, n'est-ce pas? Et donc, sa vie a été très, très variée et sûrement son œuvre est aussi le fruit de cette expérience très variée. Dans le cas d'Antonio Linto, moi je vois une vision un peu plus idéalisée, un peu plus sympathique, disons, un peu plus montrant plutôt l'accueil que les conflits. Pourquoi? Parce que c'était un homme blanc, brésilien, diplomate, qui connaissait l'Afrique, mais qui connaissait d'une manière différente. Donc, ce n'est pas la même expérience, ce n'est pas, quoique les histoires soient semblables, le traitement de l'histoire est différent, parce que les choses sont beaucoup plus euphémisées chez Antonio Linto et beaucoup plus conflictuelles chez Condé, hein, toujours. Ana Maria Gonçalves, c'est un cas déjà différent aussi, parce que c'est une femme
quand elle a écrit ce roman, c'était une femme relativement jeune et comme d'autres, Eliana Cruz agora. Et c'est une femme qui s'est découverte noire aux États-Unis, disons, parce que c'est une femme qui, au Brésil, elle a le teint clair, elle est noire. En vivant aux États-Unis, comme elle a vécu un petit peu aux États-Unis, elle a été classée comme noire. Et puis, elle est devenue une écrivaine noire. Mais je pense que au début de sa carrière, pendant sa jeunesse, elle ne se voyait pas vraiment comme une personne noire. Hein, parce que comme elle, il y a tellement de gens qui sont plus ou moins, qui ont plus ou moins le phénotype noir, mais qui ne sont pas vraiment tellement concernés. Mais peut-être qu'en faisant cette recherche, parce qu'elle n'a pas cette expérience d'Afrique, Ana Maria Gonçalves. Elle n'a jamais vécu en Afrique. Elle a vécu un petit peu aux États-Unis, en Louisiane, lorsqu'elle était mariée avec un professeur qui est professeur en Louisiane. Mais je pense que c'est plutôt un ouvrage de recherche. Hein, et à la fin, elle cite vraiment une bibliographie immense. Et un des romans qui l'a inspiré, c'est justement A Casa da Água, La Maison de l'eau. Hein. C'est un des romans qui l'a inspiré. Et d'une certaine manière, on peut voir les similarités entre ces histoires-là. Ouais, mais je crois que les expériences sont bien différentes de ces trois auteurs-là. Merci. Oui. Je peux poser une question? Si tu veux apparaître à l'écran, tu peux aussi. Vous avez mis de l'importance sur les personnages féminins. Est-ce que vous pensez que l'histoire d'un point de vue masculin serait plus difficile dans le retour vers l'Afrique? Parce qu'on a vu, il y a un autre personnage, Samuel, du coup lui il va en Jamaïque et c'est dur pour lui. Mais est-ce que l'histoire d'un retour de l'Amérique vers l'Afrique, ce serait plus dur ou moins dur pour Anna? C'est une bonne question, mais je n'en sais rien. Je trouve que c'est curieux que tous ces romans aient comme protagonistes, au moins dans l'histoire du retour, des femmes. Et même quand les auteurs sont des hommes, comme Antonio Linto et Lawrence Hill. Moi, je dirais que peut-être qu'une femme, et c'est curieux parce que toutes ces femmes, elles sont beaucoup plus intelligentes et bonnes commerçantes que leurs maris, parce qu'elles ont des maris. Hein? Sauf le personnage du Canadien. Ah oui, elle a un mari, oui. Mais c'est vrai, ça s'applique à elle aussi. Ce sont elles qui sont beaucoup plus adaptables et elles apprennent très vite la langue et elles apprennent très vite à écrire, à faire des choses pour gagner la vie, tandis que leurs maris sont plutôt effacés. Et j'utilise le mot effacé. Je me rappelle que Camus, qui a toujours des personnages masculins, il parle de sa mère comme une personne effacée.
hein. Et les femmes dans l'œuvre de Camus, quand elles apparaissent, elles sont totalement effacées. Donc, vous voyez que c'est l'inverse ici. C'est vraiment curieux que ce soit comme ça. Je ne connais pas de roman où le protagoniste est un homme. D'autres questions? Ici, il y a des commentaires de Oui. mes amis, là, mes anciennes, ce sont des amis, enfin, qui ont été dirigés par moi. Ouais. Ah oui, j'ai dirigé le doctorat. Marie-Hélène, Sylvine et Christiane. Voilà. On leur passe le bonjour, elles ont suivi ta conférence, c'est bien. Ok, donc s'il y a plus de questions, je pense qu'on peut clore ce cours séminaire. En te remerciant encore une fois, Olivier, pour ta participation, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Et on remercie tout le monde aussi au Brésil pour la présence et l'audience. Oui. Et voilà. Et merci à vous pour votre présence aussi. Et merci. Voilà. Sachez que de toute façon, les textes sont là, vous les avez reçus. Donc, on peut aussi en discuter, en rediscuter. Si vous avez des questions aussi ultérieurement, vous pouvez les passer. Je les ferai passer. Oui. Et d'ici, on peut toujours. Et Ségou, vous le trouvez facilement en poche, pas cher. C'est un roman absolument fascinant. Et à Casa da Água, pour ceux qui lisent en portugais, j'ai apporté un exemplaire pour Pauline, qui voulait le lire, qui a gentiment traduit les passages que j'ai demandé. Super. Donc voilà, vous savez. Si vous voulez lire, si toi tu veux lire Casa da Água, tu peux emprunter à Pauline. Ce sera chose faite. J'ai très envie de le lire. Ouais. Merci, alors au revoir à vous tous.